Des affrontements meurtriers intercommunautaires opposent depuis samedi soir des miliciens pour le contrôle de la ville de Bria, dans l'est de la Centrafrique. C'est ce qu'a rapporté l'AFP de sources humanitaires. Le président turc Recep Tayyip Erdogan visite la capitale algérienne, première étape d'une tournée africaine pour aborder le sujet libyen. À Alger, il a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest de Madagascar depuis dimanche ont fait au moins 26 morts, 15 disparus et 9000 sinistrés. C'est ce qu'a indiqué le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Affrontement dans la ville de Breya. Là, nous sommes en Centrafrique. C'est un affrontement meurtrier intercommunautaire qui oppose depuis samedi soir des miliciens pour contrôler cette ville de Breya dans l'est de la République centrafricaine. Après l'AFP de sources humanitaires, la situation reste confuse et aucun bilan officiel n'est jusque-là communiqué. Mais plusieurs personnes jointes par l'AFP affirment avoir vu des cadavres par terre. Les tirs ont cessé. La MINUSCA s'est déployée partout dans la ville. Il y a un grand nombre de déplacés. C'est ce qu'a déclaré dimanche à l'AFP le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Les combats ont débuté vers 5 heures du matin. Il y a eu des scènes de pillage et beaucoup de blessés au centre-ville qui ne peuvent pas être amenés à l'hôpital. Environ 9000 personnes se sont déjà déplacées vers l'aérodrome, précise un employé des Nations Unies sur place. Divers groupes armés et milices d'autodéfense se disputent le contrôle de Breya, cité riche en diamants, depuis que la Seleka, une coalition de groupes rebelles, a pris le contrôle de cette partie du pays en 2012. C'est un conflit entre groupes ethniques, a indiqué un représentant de l'ONU dans le pays. Cela fait suite à des affrontements au sein du FPRC, a-t-il ajouté. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des principaux groupes issus de l'ex-Seleka qui contrôlait la ville, s'est scindé ces derniers mois selon plusieurs sources présentes sur place. La ville de Birao, dans l'extrême nord du pays, a été ravagée par ce conflit pour le contrôle de l'axe routier vers le Soudan. Ces affrontements se sont depuis étendus à la préfecture voisine de Breya. Le porte-parole du FPRC, Aboubakar Siddiq, conteste toute scission au sein de son mouvement. C'est une querelle. Nous sommes en train d'en chercher les vraies causes, a-t-il ajouté. Le président turc Recep Tayyip Erdogan visite la capitale algérienne, première étape d'une tournée africaine pour aborder le sujet libyen à Alger. Il a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune lors d'une cérémonie de signature d'un accord pour établir le Haut Conseil de coopération entre la Turquie et l'Algérie. Reportage. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé dimanche que la crise en Libye ne pouvait être résolue par des moyens militaires. C'est à l'issue d'un entretien avec son homologue algérien dont le pays veut jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Nous sommes en pourparlers intenses avec les pays de la région et avec les acteurs internationaux pour garantir le cessez-le-feu et permettre le retour du dialogue politique en Libye, a ajouté Erdogan lors d'une conférence de presse à Alger, première étape d'une tournée africaine. De son côté, le président algérien a indiqué s'être totalement mis d'accord avec Recep Tayyip Erdogan pour suivre ce qui a été décidé à Berlin, où une conférence internationale a eu lieu le 19 janvier. Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre le gouvernement d'union GNA reconnu par l'ONU est basé à Tripoli et un pouvoir incarné par l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar. La Turquie soutient ouvertement le GNA et a récemment autorisé l'envoi de militaires dans le pays, tandis que l'Algérie est soucieuse de rester à équidistance des deux belligérants et rejette toute ingérence étrangère. L'Algérie partage près de 1000 km de frontières avec la Libye et a multiplié ces dernières semaines les consultations pour tenter d'œuvrer au règlement politique d'un conflit qui menace la stabilité régionale. Dans ce cadre, Alger a accueilli jeudi une réunion des pays voisins
afin notamment d'assurer le suivi de la conférence de Berlin. Lors de celle-ci, les participants se sont engagés à œuvrer au renforcement du cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier, en cessant notamment de violer l'embargo sur les livraisons d'armes. En Libye, on y reste avec la poursuite des violations de l'embargo sur les armes. Les engagements pris lors d'une récente conférence internationale à Berlin n'y ont pas changé grand-chose. La mission des Nations Unies en Libye a déploré dimanche la situation. Cessez-le-feu précaire en Libye. La mission des Nations Unies dans le pays, la MANUL, regrette profondément les violations flagrantes et persistantes de l'embargo sur les armes, objet de la résolution de 1970 et 2011 au Conseil de sécurité. Ce, malgré les engagements des pays concernés lors de la conférence internationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier. Parmi les principaux engagements pris par les participants lors de cette conférence internationale figurait la fin de la livraison d'armes aux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union nationale à Tripoli et le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. À Berlin, les parties présentes, dont la Turquie, s'étaient également engagées à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires libyennes et de tout acte susceptible d'exacerber le conflit, tel le financement des capacités militaires ou le recrutement de mercenaires. Le maréchal Haftar, qui est de son côté notamment soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte, a lancé le 4 avril une offensive sur la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Un cessez-le-feu a été instauré le 12 janvier à l'initiative de Moscou et Ankara. Malgré les accusations réciproques et quelques combats recensés, celui-ci est globalement respecté selon l'ONU, ce qui offre un répit bienvenu pour les habitants de la capitale. Rappelons que la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le général Évariste Ndayishimiye a été désigné ce dimanche candidat à la présidentielle de mai par le parti au pouvoir au Burundi, comme son prédécesseur Pierre Nkurunziza, dont il est proche. Il est issu des rangs de la rébellion Hutu qui a accédé au pouvoir à l'issue de la guerre civile de 1993 à 2006. Ses partisans ont pris d'assaut la place de l'indépendance. Régulièrement présenté comme un des favoris de la course à la succession de Nkurunziza, Ndayishimiye a été officiellement choisi pour porter les couleurs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 20 mai, lors d'un congrès extraordinaire dimanche à Gitega, dans le centre du pays. Le parti CNDD-FDD annonce aux Burundais et à la communauté internationale qu'il participera aux prochaines élections avec d'autres partis politiques pour cette année 2020. Celui qui représentera le parti dans ces élections présidentielles est le général-major Évariste Ndayishimiye. Devant Dieu, le Tout-Puissant, et devant vous, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'accepte sans hésiter l'honneur dont vous venez de me rendre en me choisissant comme candidat, que les Burundais voteront de ce beau parti pour que je les guide depuis le mois d'août 2020. Des manifestants sont rassemblés sur la place de l'Indépendance à Bujumbura pour exprimer leur soutien à Évariste Ndayishimiye, candidat choisi lors des élections de 2020. Je suis très heureux de voir qu'on a élu un candidat natif de Gitega. On vient juste de l'annoncer. Les gens sont très contents ici dans le centre-ville de Bujumbura. Tout le monde qu'on voit ici est très content. On avait un bon développement dans le pays. Évariste va juste le continuer. Tout restera très bien quand Nkurunziza et Évariste s'entraident et se font confiance. C'est pourquoi on pense qu'il n'y aura pas de problème. On ne craint rien car Évariste est un homme d'honneur. Il accomplira beaucoup pour nous. À 52 ans, Ndayishimiye est l'un des hommes clés du système qui dirige aujourd'hui le pays et il est bien connu des Burundais. Il est l'actuel secrétaire général du parti au pouvoir. Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza avait annoncé en 2018 qu'il ne se représenterait pas à sa succession en 2020. Les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest de Madagascar depuis dimanche ont fait au moins 26 morts et près de 18 disparus, plusieurs sinistrés. L'opposition a lancé un appel au président de la République afin qu'il décrète l'état d'urgence.
Il y a environ 800 hectares de rizières qui ont été détruites par l'eau et la boue. Il s'agit de notre riz que l'on a cultivé de novembre à janvier qui a été ravagé. La région Alaotra-Mangora est connue pour être le grenier à riz de Madagascar, mais maintenant ce n'est plus le cas avec cette inondation. Nous sommes en danger. 2 communes, Mitsinjo et Maevatanana, ont été durement touchés par les pluies apportées par une zone de dépression. À Mitsidjo, dans la région de Bouéni, la crue de la rivière Lopi a emporté sur son passage 24 personnes, dont 4 ont été retrouvées mortes et 18 portées disparues. 4 autres personnes ont perdu la vie dans la même région, dans une autre commune. À Maevatanana, dans la région de Betsiboka, 9 personnes ont perdu la vie, dont la majorité se trouvait dans une zone minière. Les routes nationales 4 et 6, reliant le nord-ouest au reste du pays, sont coupées. Dans le district de Port-Berge, 700 mètres de route ont été emportés par les pluies. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes souligne un risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition à cause des inondations des plaines rizicoles et des bas-fonds, avec possibilité de flamber des prix des produits de première nécessité pour cause de rupture d'approvisionnement. Le Premier ministre Christian Ntse a qualifié la situation de perte nationale et appelé à l'aide internationale, selon un communiqué de sa porte-parole. Ayant un climat tropical, Madagascar, il dans l'océan Indien, un pays riche en biodiversité, fait face chaque année à une période de pluie très intense. Michael Jordan sans voix, LeBron James en larmes, les condoléances de Donald Trump et Barack Obama, la mort du basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère a soulevé une vague d'émotions à travers le monde. Quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, Bryant est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère dans le sud de la Californie. Âgée de 13 ans, Gianna Bryant, une de ses 4 filles, a également perdu la vie dans ce crash qui a fait 9 victimes au total, a indiqué le maire de Los Angeles. La cause de l'accident n'est pas connue pour l'heure. C'est une terrible nouvelle, a réagi le président américain Donald Trump dans un tweet. Quelques minutes plus tard, son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, grand amateur de basket, a salué sur le même canal une légende des parquets avant d'envoyer ses prières à la famille endeuillée. « Je suis choqué d'apprendre la mort tragique de Kobe et Gianna. Les mots ne suffisent pas pour décrire ma douleur », a tweeté Michael Jordan, autre star planétaire de la NBA. Au-delà des mots, il y a aussi des images. Celles poignantes de LeBron James ont fait le tour du monde. On le voit enlacé par une personne, puis séchant ses larmes avec un mouchoir sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles. La veille, James a dépassé son glorieux aîné à la 3e place des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA. Un exploit que Brian Fairplay n'avait pas hésité à saluer. Black Mamba, joueur aussi génial que gourmand ballon en main, était l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points durant sa carrière. C'est tout pour ce journal. Au revoir.